Bonjour Thomas et bienvenue dans cet épisode. Je suis heureuse de te retrouver ici. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. On est avec Thomas Pichon. Bienvenue. Merci Manon de m'avoir invité. Et bonjour à tous ceux qui écouteront cet épisode. Ravi de te retrouver. Thomas, du coup, avant de commencer avec mes questions, parce que j'en ai beaucoup pour toi, je suis assez curieuse de connaître ton parcours. Est-ce que tu accepterais de te présenter? Avec grand plaisir. Oui, oui. Euh, Ça peut prendre un peu de temps, hein, si je présente tout et le parcours entrepreneurial, parce que ça fait quelques années maintenant, que je me suis lancé. Ok, mais du coup, juste te présenter de comment tu t'appelles, qui tu es, ce que tu fais, Ouais. voilà, les grandes lignes. Ce que tu dirais, voilà, si tu serrais la main à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dirais pour te présenter? Hmm. Ouais. Donc, moi, je suis Thomas. Je me définis comme coach avant tout. C'est quand même mon métier premier, comme entrepreneur aussi. Ça fait maintenant 11 ans que je suis en entrepreneuriat, passé par différents projets. Et j'adore créer du contenu sur Internet sur les sujets qui m'animent, qui sont en lien avec le mindset, le développement personnel, les émotions, avec une touche de spiritualité. Et j'adore accompagner des coachs et des thérapeutes. C'est avant tout ma cible, les gens avec lesquels j'aime le plus travailler. Hmm. Euh, donc avec différents niveaux d'avancement. Certains entrepreneurs qui sont bien avancés, même plus avancés que moi parfois. J'ai un Hmm. grand plaisir à les coacher. Et des fois, des personnes qui démarrent plus, qui veulent lancer leur activité en tant que coach ou thérapeute, qui sont genre fraîchement diplômés. Et je les aide à aller de l'avant, à créer ce qu'ils veulent, à manifester ce qu'ils désirent et notamment à faire éclore la version d'eux qu'ils sentent qui est en train de venir pour qu'ils puissent attirer beaucoup plus facilement les opportunités qui rayonnent dans toutes les sphères de vie. Et vraiment, mon but, c'est d'aider chacun, je veux dire plus largement, à créer une vie de liberté. Moi, j'habite en Thaïlande et ça a été un des chemins de ces 11 dernières années de créer une vie de liberté avec le succès selon ses propres termes. Hmm. Excellent. Pourquoi tu as décidé de devenir coach? Hmm. C'est arrivé par accident. Ah ouais? Ok. Ouais, Ah, je veux savoir. voilà. Ouais. Faut que je remonte en arrière, du coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je voulais monter une start-up. C'était Hmm. en 2013. Et il n'y a rien qui prenait. Des idées que j'avais, je les testais, puis ça passait pas dans d'essai. Est-ce que tu Et peux nous puis, partager une idée? Pardon, excuse-moi. Est-ce que tu peux nous partager une idée que tu as eue de start-up? ouais, il y en avait une à l'époque, c'était d'avoir un système d'entraide pour les voyageurs où ils pouvaient se connecter avec des locaux et trouver les ressources dont ils avaient besoin. Bon, là, je le pitch pas de manière très bien parce que ça fait 11 ans maintenant. Ouais, bien sûr, mais c'est Mais il y avait une intéressant. idée comme ça et ça n'a jamais pris. Et de fil en aiguille, parce que je m'intéressais depuis un moment à l'entrepreneuriat, que j'avais participé à beaucoup d'ateliers sur l'entrepreneuriat, sur les startups, quand j'habitais notamment à San Francisco. Euh, j'ai fait une école aussi de commerce spécialité entrepreneuriat. Donc, d'abord, j'avais quand même Hmm. un certain bagage et je me suis retrouvé à être comme mentor, guider d'autres fondateurs de startups. Mais c'était pas, je pensais pas en faire un métier. Enfin, Hmm. c'est venu de petits conseils comme ça, à droite à gauche, et puis il y avait l'opportunité au bout d'un moment de créer une activité à partir de ça. Et au moment où j'ai lancé ça, alors c'était plus du mentoring que du coaching, mais bon, pour les gens, hein, souvent c'est un peu la même chose. Et je pensais toujours que j'allais lancer une idée de startup, c'était genre en attendant. Puis au final, j'ai pris goût à ça. Je me suis dit, mais en fait, je suis plus fait pour ça, je suis pas fait pour créer de startup. Hmm. Donc c'est comme ça que ça a commencé, et c'était en 2013. Ok. Donc, tu as commencé à coacher des fondateurs de start-up, malgré toi, un peu. Oui. Et ça a marché. Et tu t'es dit, en fait, je suis coach. Et je Oui, fais du alors, bon, c'est vrai que mentorat. Hmm. ouais, c'était plus du mentorat, c'est-à-dire essayer de guider. Et j'avais pu acquérir des compétences au niveau marketing à ce moment-là, on va dire, ou business, que beaucoup de fondateurs de startups qui étaient beaucoup plus orientés sur une partie très technique, à construire des applications, à développer des plateformes en ligne, en train de coder, on va dire. Je connaissais rien Hmm. du tout à quelques stratégies entrepreneuriales. Donc, je les aidais à mettre en place des choses assez simples pour qu'ils puissent tester assez rapidement est-ce que leur concept, leur idée avait un certain potentiel, est-ce que ça pouvait marcher, hein, plutôt qu'ils passent des heures à développer quelque chose qui, au final, ne répondait à aucun besoin du marché. Donc, c'était histoire de Hmm. gagner du temps et puis de plus ce qu'on appelait lean à l'époque, c'est-à-dire être plus souple.
en tester plus Hmm. facilement à moindre coût. C'est Donc, intéressant. Hmm. ouais, alors, ça a marché, ouais, ça a marché d'un certain point de vue. Ça dépend toujours, hein, qu'est-ce qu'on appelle le succès, tu vois. C'est pour ça que j'ai envie Hmm. de Hmm. m'arrêter après aussi un peu sur cette notion parce que, alors, au tout départ, quand je me suis lancé, que j'habitais à San Francisco, ça marchait pas assez pour que je puisse rester vivre à San Francisco parce que c'est une ville qui coûte immensément cher. C'est une des villes les Hmm. plus chères du monde. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé face à cette équation de, bah, j'ai pas assez de profit là pour pouvoir rester vivre à San Francisco. Et la vie fait bien les choses parce qu'au même moment, bah, j'étais quand même vachement stressé, hein. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? C'était pour moi tellement un rêve d'habiter à San Francisco, dans la Silicon Valley. C'est là qu'était mon marché, on va dire. Il y a tellement de start-upers. C'est hyper marrant, Mais mais ouais, parce que quand on voit le Thomas sur les réseaux maintenant et quand tu me parles de start-up à San Francisco, je me dis, waouh, incroyable. Bon, voilà, mais continuez, c'est ouais, juste trop ouais, marrant. ouais, c'est un autre chapitre de vie. Ouais. Ouais. Euh, Ouais, c'était un moment qui était difficile parce que je me lançais et Mm, puis j'avais beaucoup de questions, beaucoup de stress par rapport aux finances, à comment est-ce que j'allais subvenir à mes besoins en restant vivant en Californie. Pourtant, mm, j'adorais le style de vie là-bas. Puis la vie a bien fait les choses. Je suis tombé à ce moment-là sur un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss, mm. qui parlait, c'était en 2013, hein, donc c'était Ouais. un concept qui n'était pas très connu à l'époque, c'était le digital nomade. Enfin, Mm, maintenant, c'est beaucoup plus répandu. mm, Et j'avais jamais pensé en fait qu'on pouvait travailler et voyager en même temps. Pour moi, c'était vraiment deux idées qui étaient séparées. mm, Et c'est la première fois que je les voyais au sein d'un livre. En fait, ça pouvait être un concept. D'ailleurs, avec des personnes qui avaient déjà testé et qui avaient eu un style de vie vraiment réussi par rapport à ça. Et du coup, comme j'avais en plus, c'était un enchaînement de difficultés. Il y avait aussi, quand j'étais en Californie, j'avais un visa qui ne me permettait pas de rester indéfiniment. Donc, il fallait que je sorte du pays pour après pouvoir revenir. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais aller en Amérique centrale. C'est pas très loin, c'est quasiment le même fuseau horaire. Et puis, ça me permettra de vivre avec moins de coûts. Et puis, d'expérimenter un autre style de vie, être dans un climat tropical. Et puis, c'était une époque où je faisais beaucoup de surf. Où j'avais vraiment démarré avec le surf. Et puis, il y a vraiment de belles vagues, on va dire, sur la côte pacifique en Amérique centrale. Et donc, je me suis posé au Nicaragua. Et en fait, ça a démarré un autre chapitre de vie après, bah, qui m'a passionné aussi, qui est celui d'être digital nomade, de développer son activité tout en voyage. Voilà. mm. Je pourrais raconter plus après si tu veux, mais voilà un petit peu comment tout a commencé. Ok. Qu'est-ce qui a changé quand tu es arrivé au Nicaragua finalement? Qu'est-ce que tu te rappelles Euh, un peu d'un élément déclencheur ou d'une prise de conscience? ouais, il y en a eu deux ou trois, je pensais. Bah, il y en a une quand même, c'était de reconnaître que ouais, c'est fou, s'il y a une bonne connexion Internet, en fait, je peux vivre dans des pays qui ne coûtent pas très cher, qui me faire Mm, plaisir. mm. Et du coup, la qualité de vie que j'avais, on va dire, au Nicaragua par rapport à ce que j'avais en Californie, en fait, ça changerait complètement. Ah ouais. Et ça m'a ravi. Je me dis, ouais, je peux m'offrir beaucoup de choses, beaucoup de services Mm, ici. Il y a eu ça. Euh, il y a eu l'importance aussi du style de vie. J'ai remarqué à quel point, en fait, j'appréciais ne pas mettre tout mon temps dans le travail, chose que je ne savais pas avant. Quand j'étais en Californie, je passais vraiment des heures et des heures et des heures, mais jusqu'à avoir fait aussi une sorte de burn-out au bout d'un moment. Et je m'étais dit, mais en fait, j'adore aller surfer l'après-midi, faire des appels le soir, travailler le matin, enfin, vraiment organiser ma vie, mon emploi du temps comme je le souhaite et le faire dès maintenant, pas attendre d'avoir atteint plus de succès pour vivre ce que j'avais vraiment envie de vivre. Et ça a été quand même assez extraordinaire ouais, de réaliser ça. Et après, l'autre truc qui s'est passé aussi au Nicaragua et pourquoi je voulais m'implanter aussi là-bas, dans un certain village, c'était parce que il y avait aussi une communauté holistique, il y avait du yoga, il y avait de la méditation, en plus du surf. Donc il y avait tout un élément là, depuis une petite communauté de personnes avec qui j'avais bien accroché. Et c'est là aussi que ça a commencé, tout le voyage avec la méditation, qui me fait beaucoup de bien, parce que comme je disais tout à l'heure, j'étais quand même très stressé quand j'ai commencé le voyage entrepreneurial. Et ça a été un pivot aussi dans l'aventure. Donc voilà. Voilà un petit peu mm. les prises de conscience qu'il y avait eu au début, mais là c'est en 2013, ouais. Ouais, ouais. 2013, 2014, ouais. Ok, hyper intéressant. Euh, Alors attends, je sais plus où je veux aller. C'est trop intéressant. Pourquoi, à la base, qu'est-ce qui t'a appelé? Ton tout premier appel pour l'entrepreneuriat, il y a plus de 10 ans, c'était pourquoi? Qu'est-ce qui t'a appelé dans l'entrepreneuriat? Hmm. Ouais, très bonne question. Pour moi, c'était la liberté, avant tout. C'est ça qui Alors, m'appelait. En fait, ouais. juste, donc j'avais fait une école de commerce, spécialité entrepreneuriat. Euh,
Ce qui m'appelait vraiment, c'était en fait lié à un premier voyage que j'avais fait, qui était un voyage en routard, tu vois, où j'étais parti à l'aventure seul et j'avais eu tellement ce. J'ai réalisé que j'ai tellement une soif de liberté que l'entrepreneuriat, pour moi, ça correspondait bien au niveau professionnel pour pouvoir avoir ma liberté. Et c'est vrai que toutes les autres options professionnelles à l'époque, moi, je les voyais comme quelque chose dans lequel j'allais m'enfermer, Mm, travailler pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui sonnait pas juste. Je n'étais pas mm, forcément très connecté à, je dirais, à mon intuition ni très spirituelle à l'époque, mais il y a un truc qui sonnait pas juste dans l'idée de mm, travailler pour quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que cette mm, option d'entrepreneuriat, au bout d'un moment, quand elle est arrivée dans mon esprit par rapport à cette notion de liberté, de pouvoir construire ce que l'on veut. Puis il y a aussi le côté passion. J'avais eu l'opportunité sur d'autres projets avant cette formation entrepreneuriat, d'avoir des projets dans lesquels j'étais vraiment passionné, ou qui n'étaient pas forcément des projets à but financier, mais je sentais qu'il y avait, ouais, que je pouvais passer par des phases où quand je travaille pour moi-même et que je suis pris dans des phases créatives, le temps passe à des vitesses où je me mm. sens vraiment euh, en abondance, avec plein d'idées, passionné. Enfin, j'adorais tellement ces moments-là que je me suis dit, si je pouvais créer des activités en me sentant dans cet état-là, ce serait juste extraordinaire. Donc, assez vite, c'est ça qui s'est avéré comme étant une option qui était chère à mon cœur. Ok, waouh. Et du coup, tu as été salarié avant d'être entrepreneur? Mm. Déjà été Ouais. salarié? En fait, j'ai fait donc une école de commerce. Après, je trouvais mon premier job en startup. Tu faisais C'est comme ça quoi? que ça a commencé. Je faisais du business développement d'abord à Londres. La startup était basée à Paris et moi, j'étais en charge du développement de l'activité en langue anglaise, quoi. Donc, j'étais basé à Mm. Londres. C'était une aventure qui était passionnante parce que c'était touche à tout. C'était Mm. certes du business development, mais c'était aussi du marketing. C'était toucher à la roadmap produit, c'est-à-dire intervenir aussi avec les équipes de développement pour savoir comment est-ce qu'on faisait évoluer le produit. Mm. J'adorais, puis c'est pas très grand une startup, donc en général, tu es un petit peu multi-rôle, surtout au début, puis Mm. c'est des organisations très flexibles qui changent tous les 6 mois, Mm. si c'est pas tous les 3 mois. Donc c'est vrai que Mm. j'ai pu toucher à beaucoup de choses. C'était une aventure qui était vraiment très riche. Et de Londres, après, ouais, la mission, on a décidé de la bouger en Californie. C'est ça qui a fait que j'avais atterri en Californie. Donc, toujours en tant que salarié à ce moment-là, salarié de cette startup. J'étais tout seul à Londres et au début, j'étais tout seul aussi à San Francisco. Puis après, un collègue m'a rejoint pour faire aussi le business development à deux. Et tout ça, c'était une formidable aventure, hein, de s'ouvrir au milieu startup, en travaillant pour une startup, en étant on peut dire intrapreneur, dans le sens où enfin, on développait l'activité. Enfin, je développais l'activité, mais j'étais tout seul, ouais, pour le faire. Donc, c'est vrai que j'avais quand même beaucoup de liberté aussi dans ce que je pouvais créer ou imaginer. Ça m'a beaucoup plu, tout en ayant la sécurité, on va dire, aussi du salariat. C'était pour moi une bonne marche intermédiaire avant de me lancer, d'avoir trouvé cette opportunité. Ouais. Mm. Donc c'est ça, ouais, qui m'a amené après à vivre en Californie, puis jusqu'au jour où après, je me suis dit, bon, j'ai envie vraiment de lancer ma startup, comme je te disais, qui n'a jamais marché, ça n'a jamais pris. Mais au bout d'un moment, ouais, en vivant en Californie, dans la Silicon Valley, il y avait tellement cette émulation entrepreneuriale, tellement de copains là-bas qui lançaient des trucs. Je me dis, mais j'ai envie de me lancer. Enfin, j'apprendrai pas plus si je me lance pas dans le bain, quoi. Même si je sais pas encore vraiment nager, j'y vais et puis on verra. C'est trop, trop inspirant, quoi. On sent vraiment que tu as le feu, quoi. Toi, tu parles de passion, hein. Tu bouges par la passion et c'est super inspirant, quoi. Et j'ai une question qui me vient, c'est du coup, toute la théorie que tu as apprise durant ta formation entrepreneuriale, toute la théorie que tu as pu apprendre sur le terrain de la start-up, du coup, j'imagine que tu avais plein de connaissances. Euh, et aujourd'hui, quand on te voit sur les réseaux, tu as vraiment un mode de gestion de l'entreprise complètement différent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu utilises encore des connaissances que tu as acquises de l'entrepreneuriat, de ta vie de start-up dans ta boîte actuelle? Qu'est-ce que tu as fait en fait? Enfin, qu'est-ce qui a... je trouve, en fait, ma réflexion, c'est que je suis curieuse de savoir en ayant toute cette connaissance, toute cette culture de la start-up et du milieu d'entrepreneurial américain et anglais, euh, et aujourd'hui, on voit que tu développes ton business, enfin, j'ai l'impression en tout cas que tu développes ton business plus avec de l'intuition, avec voilà, de l'énergie et tout ça, et je me dis, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as gardé? Euh, qu'est-ce que tu aurais à dire en fait sur ce changement-là de...
gestion d'entreprise? Ouais. Ah, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, c'est vrai. Ouais, Pour moi, c'est il y a une curieux. partie, il y a une partie, ouais, il y a une partie que je garde de ce milieu des startups qui est pour moi je dirais la partie émergée de l'iceberg. Et après, il y a toute une autre phase après que j'ai pu explorer les 10 années qui ont suivi. Euh, mais ce que je garde toujours, c'est après les fondamentaux. C'est quoi la mission, c'est quoi la vision, c'est qui est ma cible, quel est le problème rencontré par ma cible, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. Toutes les questions de base sur lesquelles j'avais pu coacher aussi des start-upers avec lesquels j'ai vu et revu quand j'étais dans le milieu des startups. C'est des choses que je garde toujours. Et puis, ça m'arrive encore de coacher sur ces sujets quand je travaille avec aujourd'hui des coachs ou des thérapeutes. On passe par ces questions-là à un moment, souvent. On creuse, on va beaucoup plus loin que ça. Mais pour moi, cette couche-là, elle est toujours présente. Mm, Et je l'utilise encore, ouais, même en coaching, histoire de voir si est-ce que ces fondamentaux-là, déjà, ils sont clairs. Et, mm, euh, et sinon, on va déjà essayer de clarifier ça. Mais sur ça, rien que ça, par exemple, ça, je sais que je l'ai pris il y a 10 ans et ça m'a toujours suivi pendant les 10 dernières années. Ouais. mm, Euh, Après, bon, le marché a quand même pas mal évolué aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté de faire qui mm, sont moins d'actualité. Tu vois, moi, je bloguais beaucoup aussi à une époque. Bon, mm, c'est quelque chose que je fais plus. J'avais un blog, où en fait, je parlais de mes aventures startup, de tout ce que j'apprenais, des réflexions, de comment je pensais avant, comment je pensais après. Et en fait, il y a des personnes qui ont commencé à suivre ce blog, bah, du coup, des fondateurs de startup, et c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients. mm. Bon, c'était d'abord en Californie, mais en présentiel, mais après, quand je suis parti, comme je disais, en Amérique centrale, du coup, c'était 100% en ligne, et c'était en bloguant que je trouvais du monde. Ok, Mm. intéressant. Si aujourd'hui tu rencontrais par hasard un start-upper à côté de chez toi en Thaïlande et qu'il était voilà, un peu un coup de mou, et qu'est-ce que, enfin, et que tu te mettais en fait à le coacher, qu'est-ce qui aurait changé dans ta posture de coach entre le coach de Thomas start-upper il y a 10 ans et Thomas coach en Thaïlande aujourd'hui en Mm. 2024? Euh, c'est vrai que par défaut, je n'attire pas la même personne quand même. Il y a ça. Oh, Mais oui, je ferais creuser beaucoup plus sur c'est quoi sa mission. Qu'est-ce qui le ok. passionne vraiment? Hmm, Qu'est-ce qui le porte? Qu'est-ce qui l'anime au plus profond de lui? Et articuler le projet pour que ce soit la continuité de cette flamme intérieure, de cette mission qui sent à l'intérieur. Parce que ouais, ce qui se passait avant, c'est que j'ai coaché beaucoup de projets qui, au d'un moment, j'ai eu une crise de sens. Moi. Je me disais, hmm, mais je sens vraiment un désalignement entre la personne que je coach et le projet qu'il porte. hmm, Et au bout d'un moment, j'avais l'impression que je n'étais plus à ma place à essayer de coacher ce hmm, type de projet. Euh, Ça, c'était une grosse métamorphose dans les années hmm. 2015-2016. Ouais. Euh, donc, ouais, aujourd'hui, je creuserai directement là-dessus. Et essayer de trouver cet alignement à l'intérieur entre le projet et la personne. L'adéquation homme-projet, comme m'appelait mon prof d'entrepreneuriat quand je faisais les études en 2009-2010. Hmm, Euh, ouais, c'est quelque chose sur lequel, pour moi, c'est primordial. Sinon, je n'ai même pas envie d'avancer. Aujourd'hui, c'est ça que je coach. Quand je parle de coach ou thérapeute, c'est des gens qui sont très passionnés par ce qu'ils font, hmm, qui veulent transmettre, il y a vraiment c'est la continuité de leur propre voyage. Et ça me plaît beaucoup de voir encore une fois cet alignement et cette adéquation entre la partie entrepreneuriale et qui est la personne. passionnant. J'aime beaucoup. Je donne mon avis. Hyper intéressant. Euh, alors, je vais continuer avec ma liste de questions. Je reviens à ma liste de questions. Qu'est-ce qui te passionne du coup dans le métier que tu fais actuellement? Je pense que tu as déjà un peu répondu, mais est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Ce qui me passionne le plus aujourd'hui, si on creuse, c'est Mm. d'aider les personnes à comprendre leur mécanisme inconscient. Mm. C'est-à-dire, s'ils sont bloqués dans un palier, qu'ils veulent passer au niveau suivant, c'est vraiment essayer de comprendre en fait sur quoi est-ce qu'ils doivent lâcher prise en termes de comportement, en termes de croyances, en termes d'identité. Euh, sur quoi est-ce qu'ils se sont accrochés pendant des années en pensant que c'était eux. Et qu'au bout d'un moment, ils se disent, mais en fait, tout ça, c'est une illusion. J'en ai pas besoin pour continuer et c'est pas aligné avec qui je veux devenir et avec la prochaine version de mon activité ou le prochain chapitre de ma vie en général. Et pour moi, c'est essayer de vraiment
contraster, oui. Qui tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux créer, c'est quoi ta vision? Et de l'autre côté, sur quoi est-ce que tu dois lâcher prise, notamment à l'intérieur, pour pouvoir faire cette métamorphose. Et justement, aider la personne à identifier, justement, quelles sont toutes ces parts inconscientes qu'elle ne voit pas, comment les transmuter. Comment, euh, plutôt que de les mettre sous le tapis, les ignorer, ne pas les voir et se dire après, il y a quelque chose qui me sabote, il y a quelque chose qui me bloque. Bah, c'est réussir à mettre le doigt dessus et puis intégrer ça petit à petit. Mm, Ça, j'adore dire, c'est dans le cœur du cœur, c'est ça que j'aime le mm. plus faire. Ouais, ok. Oui, ce que j'ai pas dit en fait au début de l'épisode, c'est qu'avec Thomas, donc moi Thomas, tu as été mon coach en fin 2023. Oui, voilà, du coup, quand tu me parles de ça, je suis retombée d'ailleurs sur les notes de coaching qu'on a eu ensemble et il y a toujours des trucs que je comprends pas, tu vois. Tu as mis des doigts, le doigt sur un truc et tu me dis, tu comprends? Je suis là, bah non, je comprends pas. Je comprends toujours pas. Mais c'est ok, tu vois, mais c'est marrant. Hmm. Ouais, ce que j'aime beaucoup faire, c'est me positionner en miroir et après, ouais. Soit on voit directement pour la science. En général, les personnes réalisent au même moment qu'on en parle et au même moment où je pointe du doigt certaines croyances ou formes de pensée. Je dis, tu crois vraiment dans ce que tu dis? Que Ouais, les personnes disent, ah, c'est vrai, c'est vachement limitant ce que je suis en train de dire. Je dirais, voilà, est-ce que tu veux garder cette croyance? Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu la transformes? Et puis des fois, ouais, c'est aussi planter des graines en disant, bon, ben, ça germera, ou ça portera ses fruits quand il faudra, et puis c'est OK ouais, si ça vient pas tout de suite. c'est marrant. Ouais, c'était chouette. Euh, euh, oui, du coup, oui, on peut partir un peu là-dessus. Donc, je vais rebondir sur les notes que j'avais relues de ma séance. Tu m'avais dit, donc c'était en gros, je sentais beaucoup de frustration et j'avais un désir de fluidité dans mon entreprise. Et, et dans les notes, tu avais dit, tu as écrit, euh, la frustration accumulée, c'est la fluidité, quelque chose comme ça. Oui, OK, je vois de quoi tu parles. Et aujourd'hui, je ne comprends toujours pas cette phrase. Et du coup, je sais pas si tu as quelque chose à dire enfin, par rapport à ça, si tu peux faire des liens par rapport à ta vision du coaching ou ta vision de l'entrepreneuriat. Voilà. Ouais, on peut prendre cette problématique parce que c'est vrai Ouais. qu'elle arrive souvent et Mm. c'est même rare de pas avoir quelqu'un qui est intéressé par plus de fluidité. Donc en général, les gens sont preneurs. En fait, la première étape, c'est effectivement de sentir l'opposé. Par contraste, si tu veux de la fluidité, où est-ce que tu sens la friction, de la contrainte? Où est-ce que c'est dur? Où est-ce qu'il y a de la frustration? Mm. Et Et quand tu es capable de sentir ça, déjà d'être conscient de ça, c'est vraiment pleinement, en fait, pleinement ressentir ça. Vraiment pleinement te Mm. dire, c'est pas un problème. Plus tu vas essayer de t'en débarrasser, plus tu vas essayer de faire des changements dans ton entreprise parce que cette sensation te dérange. En fait, c'est du bricolage en extérieur. Tu auras peut-être des petits résultats, mais globalement, la frustration elle risque de rester parce que la frustration, c'est plus énergétique. Et c'est comment tu te plonges pleinement dans cette frustration, tu acceptes comme étant une part de toi. Tu te dis, tiens, mais en fait, j'ai une part de moi qui est frustrée. Pour plein de raisons qui sont peut-être même pas liées au fond à l'entrepreneuriat, on peut aller loin, hein, sur pourquoi c'est là dans ton corps et pourquoi tu sens ça. Mais c'est te dire, en fait, j'apprends à travailler avec cette frustration. C'est-à-dire, Mm. régulièrement me connecter, faire des respirations dans cette frustration, détendre cet espace. Et en fait, plus tu te familiarises avec cet espace de frustration, tu veux pas le changer, tu apprends juste à vivre avec de plus en plus. Comme je disais tout à l'heure, là, il se détend. Et dans cette détente, il y a la fluidité que tu cherches. Donc, Mm. c'est pas essayer de le transformer, c'est juste être présent pour cette frustration. Voilà. Et après, la magie fait le reste. Et Mm. tu vois ensuite dans ton activité, tiens, tu as des nouvelles idées de comment tu peux créer plus de fluidité. Tu vois un business model que tu pouvais pas voir forcément jusque-là. Après, il y a des choses qui se débloquent, on va dire, plus dans la matière ou dans les idées que ça te donne. Mais à la base, ça vient d'une contraction énergétique dans laquelle il y a juste besoin de mettre de la présence pour relaxer ça. Donc, encore une fois, Mm. la fluidité que tu cherches, en fait, elle est dans la frustration que tu ressens là maintenant. Mm. Ça me permet d'enchaîner avec une prochaine question, qui est que dans ton contenu sur Instagram, tu parles souvent d'énergie masculine et féminine. Euh, donc moi, c'est quelque chose que je connais euh, un peu de loin, je saisis les concepts. Euh, pour toi, quelle est leur importance lorsqu'on est entrepreneur?
de ces énergies Mhm. masculines et féminines. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? C'est comme un tandem, pour moi, où c'est le yin et le yang qui se Mm, complètent. Et la plupart des coachs ou thérapeutes aujourd'hui avec qui je travaille, souvent arrivent avec une énergie où ils sont plus dans le mental au début. mm, Donc c'est plus, on va dire, plus masculin, tourné vers l'action, mm, créer des choses. Et qu'au bout d'un moment, ils stagnent parce qu'au niveau plus du féminin, à quel point ils sont connectés à leurs émotions, à leur énergie, à leur corps. Il y a quelque chose où ils peuvent aller plus profondément dans la compréhension d'eux-mêmes. Et en fait, en travaillant plus au niveau justement des énergies, bah, ça te donne des nouvelles idées, comme je disais justement tout à l'heure, par rapport mm, à la fluidité et la frustration. En fait, c'est aller voir plus dans le point de vue féminin, c'est au point de vue des énergies. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se mm, passe? Parce que pour moi, ce qui se passe en extérieur, dans notre matière, dans cette réalité en trois dimensions, c'est toujours la résultante de l'énergie que l'on vibre. Enfin, mm, c'est E égale MC2 d'Einstein. La matière a son équivalent, son énergie. Tout ce que l'on voit, en fait, prend racine dans l'énergie que l'on émet. Et c'est intéressant, pour moi, dans la partie plus féminine, invisible, de voir qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on a des nouvelles idées de création dans la matière sur la partie plus masculine. Et pour moi, le féminin arrive d'abord, et comme la partie qui est connectée à la source, connectée à l'invisible, qui est le non manifesté. Et, et derrière, c'est le masculin qui va mettre ça dans la matière. Et pour moi, souvent, quand les entrepreneurs aujourd'hui atteignent un palier, c'est parce que justement, ils sont beaucoup, souvent dans le masculin, en tout cas à essayer de créer, à essayer de passer à l'action, mais ça arrive à une certaine limite, parce que dans l'ouverture au féminin, leurs émotions, aux énergies, à comprendre le monde des énergies, il y a quelque chose à aller découvrir dans cet espace-là, qui souvent jusque-là était quand même plutôt inconscient ou sous-estimé. Que, moi, c'est mon propre voyage aussi, tout ça, mon propre mm, voyage intérieur, tu vois, de mm. ces dernières années, qui Comment m'a tu amené en Inde, m'a amené à la méditation, m'a amené à mieux comprendre les énergies. Ouais. J'ai pas une question, je prends des notes pendant que je t'écoute parce que sinon je les oublie. Comment tu fais du coup pour aller chercher l'énergie féminine chez un client qui est plutôt dans son énergie masculine? Ouais. En fait, c'est tout simplement, si on, quand on fait les séances, c'est beaucoup demander comment tu te sens là maintenant. Ok. Et vraiment insister sur ces questions pour que la personne prenne l'habitude d'aller voir quelle est l'émotion que je ressens là maintenant. Parce que l'émotion, il y a souvent cette phrase qui passe, mais l'émotion, c'est energy in motion, c'est de l'énergie en mouvement. Et donc, travailler avec les énergies, c'est avant tout travailler avec les émotions. Et du coup, ça demande d'être conscient de qu'est-ce qui se passe dans mon corps là maintenant. Qu'est-ce que je ressens là maintenant. Pour moi, Mm, c'est là qu'est la clé. C'est avant tout, enfin, la première marche simple, c'est juste prendre conscience de comment je me sens là maintenant. Et mm, qui demande de lâcher le mental pour aller pleinement se connecter mm, plus en profondeur dans le corps. mm, Pas juste de manière superficielle, pas juste répondre de manière automatique, mais vraiment prendre le temps de sentir. Et ça, pour moi, c'est le début d'un voyage où on va aller voir de plus en plus comment tu te sens là maintenant. Et comment tu te sens là maintenant. Et c'est là mm, pour moi que tout se joue parce qu'on peut parler beaucoup de mental à mental, d'entrepreneurs qui racontent leur histoire, de ce qui marche, de ce qui marche pas, mais souvent je leur demande, mais comment tu te sens? Tu vois, tu racontes cette histoire et comment tu te sens? Comment ça te fait de sentir cette histoire? Parce mm, que c'est dans l'émotion qu'ils ressentent à ce moment-là, c'est là que tout se joue. C'est dans mm, l'énergie qui est sous-jacente. Après, les paroles, c'est plus pour moi la surface. Ce qui est à la partie émergée de l'iceberg, tu vois, plus à la surface. Mais mm. ce qui compte pour moi, c'est qu'est-ce qui se passe d'un point de vue énergétique, tout simplement, comment on se sent. Donc pour moi, tout simplement, se reconnecter au corps, sentir les émotions, c'est le début de la connexion avec la partie plus féminine. Hyper intéressant. Comment tu as fait pour apprendre toute cette théorie sur l'énergétique? Je suppose que c'est pas un cours ni un livre, mais comment comment tu as appris tout ça en fait? Hmm. Moi, c'est 10 ans aussi de recherche, on va dire, qui m'ont mené au début au yoga, à la méditation. C'est comme ça Mm, que le voyage pour moi avait commencé. C'est intéressant, ça arrivait au même moment dans ma vie que l'entrepreneuriat, mais l'un venait compléter l'autre. Une sur une partie, donc plus on va dire, de travail intérieur, puis l'entrepreneuriat, pour moi, c'était plus le travail extérieur, plus la mm, concrétisation. Mais comme si j'avais besoin d'ouvrir les deux pans en même temps. Sur le coup, je ne remarquais pas forcément
le lien entre les deux, c'était comme deux activités qui étaient vraiment séparées. Et plus j'avançais, plus j'ai vu à quel point les deux se complémentaient, un peu comme le yin, le yang, le masculin, le féminin. Et ça m'a mené à beaucoup étudier le yoga, à vivre en Inde quelque temps. Du coup, c'était les années 2014-2015. Passer du temps aussi en Thaïlande aussi, là, j'y suis aussi, mais c'est pas la première fois que j'y suis. Dans les années 2014, 2015, 2016, je passais pas mal de temps aussi en Asie du Sud-Est à beaucoup m'intéresser aux philosophies et à la spiritualité euh, d'Asie, c'est-à-dire notamment à tout ce qui est bouddhisme, hindouisme, taoïsme. Et je trouvais beaucoup de réponses là-dedans, par rapport aux challenges que je rencontrais, d'aller voir plus d'un point de vue subtil, d'un point de vue métaphysique, pourquoi est-ce que je rencontre les difficultés que je rencontre. Pour moi, ça, c'est plus aller à la source, aller voir qu'est-ce qui se passe dans le code, on va dire, à l'intérieur. Hmm. Et c'est un voyage aussi c'était un beau voyage en soi. Après, comme je disais, il a suivi le voyage entrepreneurial à chaque fois. Donc c'est pour ça que être digital nomade, ça m'a beaucoup aidé pour passer du temps en Inde, passer du temps en Asie. Et c'est vrai que j'avais cet appel d'aller d'endroit à endroit en Asie, en fonction de ça, de ce voyage intérieur, qui m'a mené, comme je disais, en Inde, en Birmanie, à Bali, Thaïlande, et pour approfondir à travers des retraites, à travers la connexion à certaines communautés. Euh, Mes pratiques et mieux découvrir qui je suis à l'intérieur. Pour moi, finalement, plus je me connais à l'intérieur, plus en extérieur, c'est facile de créer un projet qui est à l'image de qui je suis, qui est ne pas répliquer les codes des autres et savoir intuitivement qu'est-ce qui est fait pour moi, qu'est-ce qui marche pour moi. Ça, pour moi, c'est avant tout en se plongeant dans son univers intérieur Hmm. que l'on peut trouver ça après en extérieur. C'est assez. Enfin, là, j'ai vraiment, en t'écoutant depuis le début, j'ai vraiment cette sensation que. Enfin, tu as un peu cette âme sauvage et libre de suivre à la fois ton intuition, mais aussi ton cœur, ta passion, et que je sens vraiment ce truc de casser les barrières, casser les codes, de juste. Enfin, il y a vraiment un truc d'assez presque rebelle, je dirais, en toi, de suivre ta curiosité, ton intuition. Et aujourd'hui, donc moi, je suis en France, j'évolue en France, et c'est vrai que en t'écoutant, je me reconnais pas mal en toi, dans le sens où je suis assez curieuse, je connais plein de trucs, je vais tester beaucoup, je passe beaucoup à l'action, voilà, je suis beaucoup mon intuition et ma curiosité. Et du coup, c'est vrai que on est plutôt dans un système où il y a des cases et où voilà, c'est bien si on reste un peu dans le carré. Et en t'écoutant, on comprend que c'est pas du tout ton cas, que tu suis en permanence quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi, à savoir te lancer dans l'entrepreneuriat, dans les startups, puis tout remettre en question pour partir à San Francisco, pour aller au Nicaragua, pour faire du surf, puis aller en Thaïlande, puis aller en Inde, puis, puis finalement être coach et avoir une vie un peu plus spirituelle, t'autoriser à évoluer, à tout parfois jeter à la poubelle pour recommencer. Et finalement, la ligne conductrice de ce que je perçois chez toi, c'est vraiment toujours ce toi profond, ce feu en fait. Est-ce que toi, tu dirais que tu as le feu finalement à l'intérieur de toi? Oui, oui, ouais, j'ai le feu à l'intérieur. Oui. Un grand oui à ça. Et je sais que oui, une de mes missions, après, d'un point de vue bien plus spirituel, c'est sortir des conditionnements, c'est se mettre dans cette matrice et d'être bien conditionné et puis de sortir de ça. C'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. Et après, partager le voyage aussi. Bon, s'il y a d'autres qui sont inspirés et qui veulent faire un voyage similaire, qui puissent trouver des réponses. Dans le fond, pour moi, c'est ça qui se joue tu vois, au-delà de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la quête de liberté, c'est la quête de sortir des conditionnements, des jobs qui fonctionnent d'une certaine manière. C'est vraiment créer sa vie selon ses propres termes. Et, euh, et pour moi, les conditionnements, il y en a tellement que c'est un voyage qui finit jamais, on pourrait dire. Mais ça passionne aussi de toujours savoir euh, dans quoi est-ce que je suis pris, qu'est-ce que j'ai cru, qu'est-ce que j'ai pris pour acquis, qu'est-ce que je croyais qui était moi jusque-là. Et je vois qu'en fait, ça a été transmis de génération en génération, c'est transmis par la société. Et je me dis, mais en fait, c'est pas moi ça, je me reconnais pas là-dedans. Et comment je me défais de ça pour petit à petit, un petit peu comme les couches de l'oignon, quoi, sortir, Hmm, enlever tout ce qui n'est pas moi pour trouver juste ce qui est dans l'essence. hmm. Ouais, c'est assez.
Ouais, oui, Hmm. j'aime beaucoup, enfin, je me reconnais beaucoup en toi et en te proposant cette interview, je m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ça, donc ouais, c'est vraiment un plaisir de t'entendre en tout cas. Est-ce que tu as toujours été rebelle entre guillemets ou à vouloir un peu sortir des sentiers battus, voilà, à tout remettre toujours en question, voilà, à questionner les choses pour aller plus vers toi? Est-ce que tu as toujours été un peu comme ça? Toujours, ça fait un moment quand même. Ouais, ça fait un moment. Mais puis toujours, je sais pas, je pense que j'ai une période dans l'enfance où j'étais très imaginatif. Pas forcément rebelle, mais je créais beaucoup dans l'imaginaire, OK. à travers des dessins. Et puis, après, il s'est passé quelque chose quand mon père est décédé, quand j'avais 15 ans. Et je sais qu'après, quand je remarque, hein, j'ai remarqué dans le passé, en relisant un peu mon histoire, je me dis, c'est vrai que j'ai voulu après commencer à casser les codes, à faire différemment. Comme si avant, j'étais plutôt sage et je faisais bien, Mmh. hein, comme un élève appliqué. Et puis que petit à petit, il y a eu l'envie de... Un truc qui s'est réveillé, comme le feu, comme on disait tout à l'heure. C'est vrai que, ouais, même quand j'ai fait les études, j'ai fait d'abord des études d'ingénieur. J'étais pas à fond dedans. Le seul truc qui m'intéressait, c'était les vacances et puis voyager, quoi. C'est-à-dire à pouvoir partir à l'aventure avec le sac à dos. Puis j'étais dans une école qui permettait ça facilement. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et il y avait toujours ouais, l'idée c'est de voir si on pouvait pas faire différemment et d'être assez vite ennuyé. Alors après, en qualité ou défaut, hein, mais assez vite ennuyé par ce que fait la masse. Donc, Mmh. vouloir tenter autre chose, quitte à se planter, quitte à se mettre dans des difficultés, mais toujours essayer de faire, ouais, je dirais de faire différemment. Euh, Mmh. Même dans le milieu des startups, tu vois, au bout d'un moment, la question du sens, pour moi, elle manquait terriblement. Parce que je me dis, mais je peux pas continuer là-dedans. Au bout d'un moment, il y a un truc qui est plus aligné, il y a un truc qui... J'ai envie de casser aussi ce code-là. Je peux dire que c'est quelque chose ouais, qui m'a suivi depuis un Mmh. bon moment. C'est vrai que j'ai cette ouais, frustration ou ce côté rebelle, pas envie de rentrer dans les cases, ouais, c'est ça. Ouais. Et dans tout, hein, après, même dans les relations que j'ai, même sur d'autres plans, tu vois, sur le plan amoureux, ne pas rentrer dans les cases. Mais c'est Après, parce c'est que toujours t'as plutôt, je pas rentre dans envie? des cases, Mmh. je veux dire, je rentre dans des cases, mais après, elles sont comme trop étroites. Je me dis, mais c'est pas. Comment on peut faire péter ça? Comment on peut faire différemment? Ah ouais, c'est-à-dire que tu rentres, tu fais, ouais, rentres dans une case, c'est une grande métaphore. Et c'est parce que tu as envie de faire, c'est parce que tu vois les murs que tu as envie de les faire péter, ou c'est parce que tu te sens à l'étroit que tu as envie de les faire péter? Ouais, les deux. Ça sent comme trop petit, comme un costume qui me va pas, que j'ai pu endosser à un moment en voyant surtout les bénéfices. Et puis au bout d'un moment, je veux dire, bon, ok, ça m'a aidé à une époque, mais là, il est temps de le lâcher et de passer à autre chose parce que ouais, c'est devenu trop étroit. Comment tu décrirais ton feu intérieur? Si tu pouvais, je sais pas, ouais, de- comment tu décrirais ça à l'intérieur de toi? Hmm. Pour moi, c'est le feu de la passion, c'est le feu de la vie, c'est le feu qui met en mouvement. Euh, C'était toute une aventure, hein, d'ailleurs, de maîtriser ce feu, parce qu'au début, il m'a brûlé. C'est vrai, hein, d'un point de vue ayurvédique, quand j'ai passé du temps en Inde, c'est ce qu'on m'avait dit au début. On dit, oh, t'as beaucoup de feu, mais c'est intéressant de le compenser avec de la terre, avec de l'eau, avec les autres éléments, parce que sinon, effectivement, c'est un feu qui va faire plus de ravages qu'autre chose. Et je dirais, ouais, c'est le feu. Comment je peux le décrire? C'est une bonne question, ça, tiens. C'est le feu qui anime. Hmm. Je sais pas comment que dire plus. C'est quelque chose qui Ok, est ouais, là. ouais, c'est ok, Une c'est force ok. de vie, je pourrais dire ça. Je pourrais une force de vie. Tu vois, là, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est la Kundalini, à Mm, travailler avec son énergie sexuelle. Et pour moi, mm, c'est ça le feu aussi. Pour moi, on parle toujours de la même chose. mm, On peut lui donner plein de noms. L'énergie de vie, mm, le feu. Ouais. mm. Et tu sens parfois, là du coup je fais rapport à moi, je parle de moi, mais moi je sens que le feu, il y a beaucoup, la colère c'est une émotion qui me drive beaucoup.
Mais d'un côté positif, quand je me mets en colère, ça m'aide beaucoup à passer à l'action et à péter les plafonds de verre, en fait, et à péter les murs, à péter les boîtes et à remettre en question. Et du coup, pour moi, dans mon feu, il y a de la colère positive. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais Comment travailler avec la colère, peut-être? ouais, est-ce que tu sentirais que, ouais, peut-être que l'intensité qu'il y a dans ton feu, la colère qu'il y a dans ton feu, enfin, est-ce que tu sentirais ça aussi, de cette Ouais. intensité et cette colère, mais comme de, c'est une force. En fait, ça, voilà, c'est ça, ce que je voulais dire. Quand je ressens ça, ça brûle littéralement à l'intérieur de moi. Je sens que ça brûle à l'intérieur de moi, et, et ça me fait, comment dire, ça me rend heureuse de me sentir à nouveau en vie. Quand je ressens ce feu brûler à l'intérieur de moi, je me dis, ah, c'est revenu. Est-ce que tu sens ça aussi? Oui, alors je peux raconter plusieurs choses par rapport à ça, notamment comment aussi travailler avec la colère. Parce que c'est vrai que ayant beaucoup de feu, c'est vrai que j'ai aussi la colère qui s'accumule, qui devient à bout d'un moment même inconsciente. Je sais même plus à quel point je suis en colère. Je remarque pas. Et ça m'est arrivé ici de faire, ici en Thaïlande, de faire des retraites où on travaille avec les émotions, notamment de l'émotion de la colère, de voir à quel point ouah, j'avais un volcan à l'intérieur. Et ça fait du bien, après, de le relâcher aussi pour pouvoir mieux canaliser ensuite cette colère et ce feu, pour qu'elle soit plus créative et pas que destructeur, justement. Parce que justement, cette colère qui est emmagasinée, si elle n'est pas un minimum relâchée, si elle ne peut pas Mm, circuler, c'est vrai qu'au bout d'un moment, elle attire des situations qui ne sont pas forcément les plus favorables. mm, Et c'est plutôt, comme je disais tout à l'heure, comment travailler avec ce feu sacré, avec cette colère. Euh, pour qu'elle se régule aussi mm, et qu'elle soit utilisée pour créer des choses qui sont alignées avec notre âme, alignées avec notre mission. Euh, je sais que ouais, j'ai dû apprendre aussi à travailler avec cette colère parce qu'elle avait tendance à s'emmagasiner. C'est toujours mm, quelque chose que c'est pas réglé et ça n'a pas mm, vocation à être réglé non plus. Ça, c'est plutôt savoir, encore une fois, comment on fonctionne et honorer son système intérieur, sachant que voilà, ce feu, chez moi, génère de la colère et la colère, comment est-ce que je la travaille au quotidien, comment est-ce que je la relâche pour pouvoir utiliser ensuite le meilleur de cette colère plutôt pour créer. Ouais. mm. Du coup, est-ce que tu aurais des exemples de comment relâcher sa colère? Crier. Bon, c'est le meilleur. Vraiment, crier. Alors, moi, je suis ici sur une île en Thaïlande où c'est commun de faire ça. C'est assez. Ah bon? On passe pas pour un fou, non, ça va. Ah bon? Il y a plein de techniques où tu vois des gens en scooter qui sont en train de crier comme pas C'est possible. Tu vrai? vois bien qu'ils sont en train de relâcher leur colère. On Ah, a même c'est des fois curieux. des histoires intéressantes. Je discutais avec une copine il y a pas longtemps qui disait j'étais au feu tricolore là, sur mon scooter. Et puis il y avait plusieurs scooters à côté. Et puis j'ai dit, je sens que je vais relâcher ma colère là. Et puis tout le monde l'a fait en même temps. Et tout le monde s'est dit, tiens, on va gueuler comme pas possible au feu rouge. Au moment où ça passe au vert, tu sais, au moment où tu accélères et tu cries comme pas possible. J'adore. Euh, il y a souvent donc, ce qu'on appelle ici les ecstatic dance. Ok. Donc c'est beaucoup de danse libre. Et il y a beaucoup de personnes qui, à un moment, relâchent cette colère, commencent à hurler. Et quand tout le monde le fait en même temps, il y a un côté aussi de libération et tu es pris t'es pris dans l'effet de groupe. Ça fait beaucoup de bien. Tu te sens pas comme complètement fou à faire ça. Après, il y a juste crier dans la mer aussi. Ça fait du bien. Ouais. Ça casse moins un peu les cordes vocales. Crier dans un oreiller. Mm, Et sinon, après, sinon, c'est faire des retraites qui permettent de travailler sur les émotions et notamment qui contiennent une partie sur comment travailler avec sa colère et avec plein de techniques après que peut proposer le facilitateur. Et c'est vrai qu'avoir des moments dédiés pour ça ou des ateliers, je trouve que ça aide aussi. merci pour tous ces tips. Ça me donne envie d'aller visiter la Thaïlande juste pour voir les gens crier. Euh, comment tu fais pour prendre soin de ton énergie, Thomas? Qu'est-ce que tu aurais à partager à ce sujet-là? Ouais, pour moi, c'est l'écouter avant tout. Savoir qu'est-ce qui est présent là maintenant. Finalement, c'est se connecter à ses émotions et vraiment se dire comment je me sens là maintenant. Mhm, Et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me ferait du bien? C'est quoi le besoin que j'ai? C'est quoi mon désir? mhm,
et juste répondre à ces questions pour voir qu'est-ce qui est juste là maintenant de faire. En fait, pour moi, ça, c'est vraiment créer une vie avec fluidité parce que chaque instant, quand je me pose cette question et que j'agis en fonction de ça pour honorer l'énergie qui est présente en moi là maintenant, pour moi, c'est ça qui me guide vers faire ce qui est le meilleur pour moi. Parce que constamment, je suis en train de répondre à cette énergie qui m'invite à avancer. Plutôt que de dire, moi, j'ai décidé avec mon mental, je vais dans une direction et mon énergie sans Mm, autre chose. C'est mm, vraiment se connecter, vraiment que le mental soit au service, on va dire, de cette énergie. Pour moi, c'est vraiment le masculin au service du féminin. Et vraiment, du coup, comprendre qu'est-ce que cette énergie a envie, qu'est-ce qu'elle dit, c'est quoi ton message, et ensuite agir dans la matière en fonction. Et ça, pour moi, c'est magique, parce que ça nous amène vers des chemins que le mental ne peut pas imaginer. Comme je mm, disais, ça amène des idées. L'énergie, c'est de l'information. Donc, c'est ça qui après est traduit par le mental et donne des nouvelles perspectives. Vous ne pouvez pas avoir jusque-là parce que si on n'est pas connecté justement à ce monde énergétique, on ne peut pas accéder à ces nouvelles informations. mm, Et prendre soin de son énergie, pour moi, avant tout, c'est l'honorer, c'est l'écouter. S'écouter, finalement, c'est ça. mm, Il prend du temps, du coup, aussi pour soi, pour déconnecter. Bon, quand on voit je passe beaucoup de temps dans le mental, c'est prendre du temps après pour être dans la nature, pour réguler, près de sources d'eau, tant qu'à faire, parce que l'eau, c'est le mouvement. Ça, c'est connecté pour moi aux émotions. L'émotion, pour moi, c'est connecté à l'élément de l'eau. C'est quelque chose qui coule. Donc, c'est ça aussi qui aide pour moi à réguler. mm, Donc, certes, il y a des moments où je dédie du temps pour faire des choses, mais c'est aussi prendre régulièrement des temps de vide où mm, tout est libre. Je sais que je peux tout faire et je remplirai ce moment en fonction de ce qui est juste dans l'instant. Et je ne peux pas le savoir en avance. Ça, j'adore parce que du coup, ça amène aussi des synchronicités. Ça amène, comme par hasard, à rencontrer une certaine personne à un certain moment qui propose un truc. Enfin, et du coup, ça s'enchaîne et j'adore ces moments-là où je me dis, ouf, j'aurais jamais imaginé que la journée se serait créée comme ça. Ce que j'appelle souvent la magie de la vie. ok. Donc, pas mal s'écouter, se reconnecter à ses ressentis. C'est Ouais. comme ça que tu prends soin de ton énergie, de pas mal s'écouter et se demander comment je me sens, et se faire de la place et apprendre à réguler, tempérer entre des moments de vide, de ressourcement dans la nature, proche de l'eau. Ok. Ouais. Et des moments après, du coup, plus d'expansion et de création. Mm, Pour moi, encore une fois, l'un va avec l'autre, plus je peux prendre des temps de qualité pour moi, pour être dans la nature, pour faire le silence, plus après, il y a un flot d'idées de création qui peut arriver. C'est comme deux polarités. En cultivant l'un, j'amène l'autre aussi. Et quand tu disais, tiens, tu disais le mot ressentir, et je trouve que c'est vraiment un bon mot, ressentir, être à l'écoute des sensations dans le corps, parce que quand on cherche du sens dans la vie, c'est avant tout se connecter au sens, se connecter au corps. C'est ça qui nous permet de savoir dans quel sens est-ce que la vie a envie de nous amener. Et là, justement, c'est pas en étant dans le mental et en réfléchissant qu'on va savoir, c'est en se connectant au ressenti. Il y a le mot sens à chaque fois dedans. Invitation à toute personne qui nous écoute, de se reconnecter mm. au corps et au sens. Merci Thomas. Euh, Alors, on arrive à la fin de l'épisode. Alors, je choisis mes questions maintenant, j'essaie de choisir les meilleures. Euh, Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager, quelque chose que tu aurais découvert dernièrement? Voilà, un livre, un podcast, un cours, une technique, un outil que tu es en train d'explorer ou que tu aurais simplement envie de recommander. Ouais, venez en Thaïlande, venez à Koh Phangan. Ouais, pourquoi? Dis-nous Euh, pourquoi. euh, alors, je réponds indirectement du coup à la question, mais c'est ça qui Mm, m'a beaucoup inspiré, c'est la vie ici. C'est pas trop étudier la vie, mais c'est plutôt la vivre dans des endroits ici. Donc c'est un vortex énergétique. L'énergie est puissante. C'est-à-dire que ça manifeste vite. Tu as beaucoup de synchronicité. Il se passe beaucoup de choses. Euh, Malgré toi, beaucoup plus que ailleurs où j'ai pu vivre. Et ça te permet de comprendre très vite qu'est-ce qui se passe, les différents modes de fonctionnement. Ça t'amène vite à te questionner. Dire, mais ok. pourquoi il m'est arrivé ça? Et moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien récemment, c'est travailler sur le masculin. J'ai pu faire une retraite récemment et après approfondir à travers différents ateliers, travailler sur cette polarité masculine. L'un va avec l'autre, plus je travaille sur le masculin, plus aussi je peux m'ouvrir à mon féminin. C'est cette danse entre les deux. Et toujours sur les mêmes sujets, c'est l'ouverture au tantra. Si c'est l'île du tantra, qui est justement la reconnexion au sens.
la reconnexion à son énergie de vie, à son feu sacré. Comment créer avec ça? Créer ce que tu veux, notamment au niveau business ou peu importe ce qui te porte dans la vie. Mais comment utiliser vraiment cette énergie qui réside en toi, dans les chakras du bas, dans ton bassin, comment utiliser ça pour l'amener dans ton cœur et créer derrière ta vision. Et c'est quelque chose qui me porte immensément, parce qu'aujourd'hui, ça fait comme ça rejoint beaucoup de choses que j'ai pu voir précédemment, et ça, comme ça condensait tout ce que je cherche euh, sur quelque chose qui m'inspire beaucoup, en tout cas. Voilà comment je pourrais dire. C'est vraiment les sujets que là, je dévore avec passion. Ok. Et comment tu fais du coup pour dévorer ces sujets? Tu l'expérimentes du coup en retraite et qu'est-ce que tu fais d'autre? Retraite, ateliers, événements qui Ok. sont en lien avec ces sujets. Ok. Euh, Puis après, c'est beaucoup de conversations aussi. C'est l'avantage pour moi d'habiter sur une île comme ici qui attire une communauté de, de personnes qui sont sur les mêmes longueurs d'onde. Donc, il y a beaucoup d'échanges, d'informations, de connaissances, de partage, d'entraide. Euh, et ça me nourrit immensément. Je me sens vraiment au bon endroit, au bon moment sur Terre. Excellent. Ben, bravo pour ça, Thomas. Euh, Merci Manon. je t'en prie. Dernière question, comment on fait si on veut travailler avec toi, Thomas? Comment on s'y prend? Le plus simple aujourd'hui, c'est de me suivre sur Instagram et je propose régulièrement des choses. Donc, si vous vous sentez appelé par les contenus que je partage sur le fil et vous commencez un peu à me suivre, vous verrez que j'ai différentes offres qui circulent et ça varie en fonction des saisons, en fonction aussi de ce qui grandit en moi. Mais le plus simple, c'est de me rejoindre sur Insta et puis on va dire tout se passe là. Donc, Et ton après, Instagram, c'est bienvenue dans l'aventure. entendu. Ton Instagram, c'est arobase Thomas Pichon, tout court, c'est ça? Voilà, avec un underscore à la fin, juste en Ok. écrivant Thomas Pichon. Je pense que chacun tombera dessus. Ok. Merci infiniment, Thomas, pour cet épisode hyper riche et ouais, aventureux, libre et passionné. C'était vraiment un vrai plaisir pour moi de partager ce moment avec toi. Merci infiniment pour tous tes partages. Merci Manon pour l'invitation. Merci pour toutes tes questions. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et hésitez pas à partager cet épisode aux personnes qui pourraient être intéressées, à nous laisser un commentaire, une question en commentaire si vous en avez, ou encore à laisser votre meilleure note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Salut!